L'officier du quartier général et commandant éminent de la Seconde Guerre mondiale, Erich von Manstein, est né en 1887 en tant que 10e enfant d'un général prussien. Son nom d'origine était Erich von Lewinsky, mais lorsqu'il a été adopté par sa tante, il a pris le nom de famille de son oncle, qui était également un commandant. La présence de nombreux généraux dans sa famille l'a rapidement orienté vers une carrière militaire. Après avoir étudié dans diverses écoles militaires du pays, Manstein a été envoyé à l'Académie militaire prussienne en 1913. Bien que son éducation devait durer 3 ans, la Première Guerre mondiale a éclaté lorsqu'il a achevé la première année de sa formation. Manstein, dont l'éducation a été interrompue, a été nommé officier d'état-major au 52e régiment d'infanterie de réserve. Il a servi dans divers quartiers généraux sur de nombreux fronts pendant la guerre et a été promu au grade de capitaine. Malgré son grade pour diriger des troupes, le fait de servir constamment dans des quartiers généraux a peut-être entravé sa présence sur le front. Cependant, cette situation lui a offert l'occasion d'apprendre de première main comment planifier et exécuter des opérations offensives. Ces expériences ont jeté les bases de la carrière de Manstein. Après 4 ans de guerre, les puissances centrales, dirigées par l'Allemagne, n'ont pas réussi à sortir victorieuses contre les puissances alliées et ont accepté la défaite. Avec le calme revenu, le traité de Versailles a été signé. L'Allemagne a connu des moments difficiles par la suite. Le traité de Versailles prévoyait des limitations à tous égards pour l'Allemagne, et l'une de ces restrictions concernait la taille de l'armée et le nombre d'officiers. L'armée qui abritait plus de 40 000 officiers avant la Grande Guerre devrait désormais se contenter de seulement 4 000 officiers. Erich von Manstein, en tant qu'officier talentueux et intelligent, est devenu l'un des rares soldats formés pendant cette période. Les Allemands ne se sont pas conformés aux limitations imposées par le traité de Versailles et ont poursuivi en secret leurs organisations militaires. À ce stade, Manstein a commencé à être progressivement intégré à l'état-major de l'armée. Il a reçu une formation en histoire militaire et en tactique jusqu'en 1920. Pendant ce temps, il a formé du personnel de rang inférieur à ces sujets. Il a visité d'autres pays pour obtenir des informations sur les installations militaires et a aidé à élaborer des plans de mobilisation pour l'armée. En 1928, il a été promu au grade de commandant. 1 an plus tard, avec le poste de chef d'état-major général reçu secrètement, il a été affecté à la section des opérations et de la planification d'or. Il a servi dans la planification de la mobilisation et le développement des armes et a été promu lieutenant-colonel en 1931 en raison de sa performance réussie. En 1932, il a pris le commandement du bataillon d'infanterie légère du 4e régiment d'infanterie Preußes dans les forces. En 1933, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, le destin de l'Allemagne a commencé à changer. La carrière d'Elif prendrait une direction différente pendant cette période. Il a secrètement amélioré et accéléré le réarmement allemand. En 1934, il a été promu colonel et nommé chef d'état-major du commando 3 à Berlin. En 1935, il est devenu le chef du département des opérations de l'état-major général formé au sein du haut commandement de l'armée. La carrière d'Elif a été davantage façonnée dans les coulisses du quartier général que dans le commandement sur le terrain. Plutôt que de diriger un commandement sur le terrain avec des chars en tête, il était un officier professionnel qui élaborait des plans, organisait de grandes unités et développait des théories militaires. Elif avait plus que des connaissances, de l'expérience, des compétences et du courage pour accomplir ses missions, son intelligence était l'une de ses armes les plus importantes. En tant que défenseur de la guerre de manœuvre mobile, il croyait en des opérations audacieuses axées sur l'élimination des adversaires dès le premier mouvement. En même temps, il se distinguait par sa capacité à trouver des solutions simples et efficaces aux situations militaires complexes. Pendant son séjour à Berlin, il est entré en contact avec Trousse et l'expert Angisy Gudet, qui prônait des changements radicaux dans la guerre et mettait l'accent sur le rôle des chars.
Il a saisi l'importance des unités motorisées mais était en désaccord sur un nouveau point dans les tactiques. Pendant cette période, il a fait une suggestion alternative à l'idée qui soulignait l'importance et l'indépendance des divisions blindées dans l'opération Éclair. Il a conçu des canons d'assaut avec des obusiers de 75 mm montés, pour le développement desquels il plaidait. Il plaidait pour augmenter la production de ces véhicules et les intégrer dans des unités de taille moyenne. Alors que les chars étaient essentiellement conçus pour combattre d'autres chars, ces canons d'assaut étaient conçus pour détruire les structures ennemies et fournir un soutien aux attaques d'infanterie, maximisant ainsi le concept de la guerre de manœuvre. Ces véhicules deviendraient bientôt parmi les armes allemandes les plus réussies et rentables. Alors qu'Erick assistait à la préparation des plans pour les prochaines invasions allemandes et le développement de nouvelles stratégies et tactiques de guerre, il a rapidement gravi les échelons et a été promu au grade de lieutenant général en 1936. Il est devenu le chef d'état-major au sein de l'armée et a été nommé assistant du sifflet et de la rancune. Alors que les tensions montaient entre Hitler et les commandants allemands sur la route de la Seconde Guerre mondiale, et que des commandants comme Tavernet von Fritsch et Lütfi Bebek étaient purgés, Mann, qui était proche d'eux, a été écarté de sa position centrale où il était tombé en disgrâce et transféré au commandement de la 18e division d'infanterie avec le grade de général de division. Hitler, après l'annexion de l'Autriche en 1938, a jeté son dévolu sur la région des Sudètes de la Tchécoslovaquie. Lorsque cette région a été remise aux Allemands avec l'accord de Munich, la 18e division d'infanterie sous Meffran a également participé à l'occupation. Meffran a été nommé chef d'état-major du groupe d'armées du Sud sous le commandement de Fongus pour l'invasion de la Pologne. Il était responsable de l'organisation des 8e, 10e et 14e armées lors de l'invasion de la Pologne en 1939 et a eu l'occasion d'observer de près la campagne Éclair. La reddition de la Pologne a rapidement mis fin à ce front pour les Allemands, mais cette initiative a préparé le terrain pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement après cette campagne, Elif l'a envoyé au quartier général de Tête, près de la frontière française. Les Allemands avaient préparé un plan de contingence pour le nouveau front, pensant que la France et l'Angleterre ne leur déclareraient pas la guerre pour la Pologne, mais ces deux États entraient rapidement en scène. Cependant, il n'y avait aucun plan en place. Elif, chef d'état-major de l'armée, a révisé le plan utilisé pendant la Première Guerre mondiale et l'a présenté à Hitler, mais Hitler n'en était pas satisfait. Il cherchait quelque chose de différent, il ne pouvait pas trouver de conception pour les États. Il a développé un plan basé sur la guerre de manœuvre, traversant approximativement les Ardennes avec des unités blindées et planifiant la séparation et l'encerclement des forces alliées. Il a partagé cette idée avec son subordonné expert en chars et a secrètement reçu son soutien. Il a eu du mal à expliquer ce plan à Hitler, mais le général Halder l'a bloqué à plusieurs reprises. Halder l'a même éloigné de la région en le nommant à la tête du 38e corps. Néanmoins, il a persisté et, avec l'aide de connaissances haut placées, a réussi à se faire entendre par Hitler. En février 1940, Hitler a révisé et approuvé son plan. Les Allemands ont mis en œuvre le plan de Stilmany pour envahir la France, et l'opération a commencé en mai 1940. Son plan, qu'il a conçu lui-même, n'a pas été entièrement mis en œuvre, mais le plan a fonctionné sans heurts, et les Allemands ont atteint la Manche, battant les forces françaises et britanniques. Vers la fin de la première étape de l'opération, dans la deuxième phase de l'occupation de Transat, qui peut être considérée comme insignifiante sous la 4e armée du général Dordy, il a réussi à se faire un peu plus remarquer. Il a dirigé la première unité à atteindre votre clan et à l'atteindre. Lorsque les dates ont montré le 25 juin 1940, l'occupation de la France a été achevée avec un immense succès. Après ce succès, il n'a pas été promu général, mais le général, récompensé par la croix de chevalier, est allé sur la côte de la Manche avec son corps pour le débarquement en Angleterre. On pensait débarquer sur les îles britanniques avec l'opération Sea Origin, mais l'échec de la force aérienne à l'emporter sur les Britanniques a causé le report de cette initiative.
La guerre, qui ralentissait un peu, a changé de direction avec le désir de Hitler d'aller en Union soviétique. Le général Alper est également resté à l'écart du processus de planification pour cela. Juste avant le mouvement en mars 1941, il a été nommé au commandement du 56e corps motorisé situé dans le groupe d'armées du Nord du leader von Lubin. Son objectif était de détruire les forces soviétiques dans les pays baltes et d'atteindre Leningrad le plus rapidement possible. L'opération Barbarossa a commencé le 22 juin 1941 par une grande attaque allemande sur tout le front. Le général a rencontré des difficultés dans l'opération de 12 semaines d'avance. Malgré des progrès réussis, il a commis d'importantes erreurs à certains endroits et a appris en septembre que la 11e armée du groupe d'armées du Sud en Ukraine serait retirée. Il a pris le commandement de l'unité le 17 septembre, et la 11e armée venait de franchir la rivière Dnipr. La tâche d'un général ici était de capturer la péninsule de Crimée. Pour atteindre cet objectif, le général a lancé une attaque générale le 18 octobre. D'ici le 16 novembre, la 11e armée avait capturé l'ensemble de la péninsule de Crimée sauf Sébastopol. Cependant, le travail n'était pas complètement terminé car Sébastopol résistait. De plus, lorsque les forces soviétiques ont débarqué en mer Noire en décembre, les choses sont devenues plus compliquées. Alors que les forces soviétiques étaient en position supérieure en termes de soldats et de matériel car elles pouvaient être approvisionnées par la mer, la 11e armée des Allemands menait une bataille complètement différente, comme si elle s'était détachée de l'opération Barbarossa. Le groupe d'armées de Crimée sous le commandement du général Raven-Kuzguin, ordonné par Staline, a attaqué la 11e armée allemande de manière consécutive entre février et mai 1942. Manstein a réussi à surmonter cela, bien que difficilement, et a lancé une attaque infructueuse avec la 22e division de Panzer. À ce moment-là, il a réalisé que les Allemands exagéraient en leur confiance dans les chars en raison de leur victoire facile au début de l'année 1941. Utiliser des chars de manière indépendante contre un ennemi bien préparé ne fonctionnait pas toujours. Pour vaincre l'ennemi, des mouvements conjoints avec différentes classes militaires devaient être effectués. Avec le plan Nightbird Broder et le plan Mersin-Fichint, il a obtenu l'approbation de Hitler pour mettre en œuvre ses plans de formation et le droit de se déplacer quelque peu librement. Cette fois, il n'écrirait pas seulement le scénario comme en France, mais jouerait également le rôle principal du scénario qu'il avait écrit. Le 18 mai, l'une des attaques les plus magnifiques de la Seconde Guerre mondiale a commencé. La 11e armée a lancé une blitzkrieg dans un champ étroit contre les 44e, 47e et 51e armées russes. Les Russes ont perdu toute la péninsule sans même comprendre ce qui se passait d'ici le 15 mai. En seulement une semaine, alors qu'environ 185 000 sur 220 000 soldats russes étaient perdus, les Allemands ont perdu 33 000 soldats sur la même période. C'était une victoire exceptionnellement rare. Ensuite sur la liste se trouvait la puissante forteresse moderne de Sébastopol. L'opération Versin-Fichint a commencé le 2 juin. Dans une lutte acharnée, et ensuite à un coût élevé, la 11e armée est entrée dans la ville en juillet. Alors que les Russes ont perdu 113 000 soldats, les Allemands ont perdu 35 000 soldats lors de ce siège. En juillet, Adolf Hitler lui a envoyé le bâton de maréchal. C'était le sommet de la carrière pour un soldat, mais chaque ascension a une chute.